Donc, je suis Maëlys Isabelle Bouffartigue. Je suis directrice d'une compagnie de théâtre, la compagnie Monsieur Madame, et parallèlement à ça, directrice artistique de l'événement. On ne va pas l'appeler festival, plutôt événement, histoire de se rencontrer, qui se déroule en octobre au Mazazil, cette année donc du 18 octobre au 22 octobre 2023. Et les thèmes, la thématique principale, les crimes contre l'humanité, mais c'est les thèmes en fait. Les thèmes sont aussi la transmission de l'histoire, l'étude, la compréhension des crimes contre l'humanité, de leur genèse jusqu'au malheureux aboutissement. Donc on a essayé d'élargir les disciplines, alors les disciplines artistiques et puis toute forme de discipline qui nous amène à penser en fait. Donc il y a des chercheurs, des conférenciers, il y a des expositions, il y a aussi des spectacles. Pour cette session, nous avons pris le parti pris de resserrer autour de l'histoire et des mémoires locales, occitanes, plus exactement la région Occitanie et plus précisément l'Ariège. C'est un département très riche en histoire avec des associations mémorielles vraiment remarquables qui font un travail depuis des dizaines d'années et un travail remarquable. Donc je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à aller chercher des personnes et à les trouver surtout. Vraiment, il y a eu un travail de fait ici, puis il y a toute cette histoire avec les passeurs. On est quand même au bord d'une frontière, la frontière espagnole, donc il y a eu d'abord la retirada qui a vraiment marqué l'Ariège, on le sait, hein, jusqu'à Toulouse, enfin en tout cas la région, mais notamment l'Ariège avec cette histoire de frontière. Donc tout à l'heure, il y aura Monsieur Gilbert Lazaro qui vous racontera un petit peu toutes ces associations mémoriales, qui parlera au nom d'autres personnes comme Olivier Nadous ou Monsieur André Laurens qui a quitté ce monde en juillet 2023. Ça donc je pars un petit peu dans tous les sens, mais la programmation donc tourne autour de l'histoire locale. Nous avons des expositions sur les dessins. Le camp de concentration du Vernet va installer des dessins et leur exposition cette année s'appelle Les étrangers indésirables. C'est comme ça qu'on les appelait, les personnes que l'on mettait dans des camps. Avant eux, il y a eu des guérilleros espagnols enfermés. Donc il y aura une exposition qui s'appelle Boléro Paprika. Boléro Paprika a été une opération, un crime d'État, on peut le dire, petit à petit, qui est reconnu comme tel, qui a été commis en 1950 dans la région, notamment à Toulouse. Donc tout ça sera raconté par le biais des expositions, avec la visite des expositions. Et puis j'ai pensé bien sûr qui se sont fait mettre dans des camps à leur arrivée alors qu'ils s'étaient battus pour la France. Ce sont les harkis, je ne les oublie pas, même si l'heure est tardive pour parler des accords d'Évian et de 1962 et de l'arrivée des harkis, de l'accueil des harkis et ensuite de leur devenir. Vraiment, je vous espère nombreux et nombreuses pour ce moment qui est très important, parce que c'est vrai que ça ne s'arrête pas aux Juifs ni aux Tziganes, nos malheureux camps. Donc ça c'est une chose. Le samedi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des associations mémorielles qui seront là, représentées par Monsieur Lazaro Gilbert, par Monsieur Nadous Olivier, par le biais de Monsieur Gilbert Lazaro. Nous aurons aussi des fils et filles de résistantes ariégeoises, car ils présenteront 4 portraits de résistantes ariégeoises qui ont eu un fort impact à l'époque et après. Et je pense que c'est fort intéressant, et les gens de la région qui ne les connaissent pas encore, je les espère aussi nombreuses et nombreux.
Je voulais aussi parler des cagots. Donc les cagots, c'est pour beaucoup, cela résonne certainement en Ariège très fortement, dans toute l'Occitanie, même en Espagne. Les cagots ont été une population absolument discriminée pendant plusieurs siècles. On dit qu'elle a réellement disparu à la moitié du XXe siècle, mais elle a été considérée comme une sous-population, a été vraiment un grand bouc émissaire permanent un petit peu, toujours mise au bord des villages, à l'extérieur des villages. Bon bref, il y a eu beaucoup de gens qui ont cherché sur ces cagots. Cette histoire reste encore mystérieuse, mais c'est une réelle discrimination avec des lois discriminatoires sur une population désignée comme une sous-population alors qu'elle était bel et bien française. Donc ça aussi c'est pour revenir encore plus loin dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas eu que le XXe siècle qui a été douloureux, bien entendu. Voilà, c'est un petit peu, on va aborder évidemment la communauté tzigane, cette population-là qui est vraiment bannie de l'Europe depuis des lustres. La guerre n'y a pas mis un terme, l'après-guerre, je veux dire, n'y a pas mis un terme, bien au contraire, et c'est dans le monde entier. Donc c'est important de les soulever. Il y aura de la musique interprétée par Kiko, deux guitaristes bien gitans avec du flamenco et une danseuse certainement dont je ne connais pas encore le nom. Tout ça est en cours. Le dimanche matin, c'est important, il y a un spectacle pour enfants qui est très important autour du genre et des discriminations. Et c'est pour toute la famille à partir de 5 ans. Et c'est important, c'est toujours très agréable de le voir en famille parce qu'on remet en question certains clichés, certains stéréotypes. C'est Marie Lableu qui a écrit elle-même ce spectacle qui s'appelle « Et si on rejouait l'histoire ». L'après-midi, on aborde l'immigration. Il y a pendant tout cet événement, le mercredi 18 notamment et tout le dimanche 22, il y aura une traduction en langue des signes, la LSF française, la langue française des signes. Donc j'y tenais beaucoup parce que faire un festival autour des crimes contre l'humanité, des discriminations, et ne même pas penser à la population sourde qui aimerait avoir accès, comme les autres, aux mêmes choses. Donc cette année, c'est limité, c'est pas la totalité de l'événement qui sera traduit et interprété, parce que c'est des efforts de budget que je n'ai pas pu faire, mais en tout cas ils seront bien présents et le festival se terminera par une conférence autour de l'histoire des sourds et des sourdes, et qui sera menée par Jeff. Jeff est un comédien, auteur très connu, donc je ne le présente plus à toute la population sourde qui le connaissent tous très bien. Pour nous, les entendants, on le connaît moins. Alors donc il est à connaître et à entendre, surtout à écouter, à voir, à voir parler, parce qu'il a beaucoup de choses à dire sur l'histoire des sourds et notamment l'histoire de la langue des signes, qui, je le rappelle, n'a été reconnue comme telle, comme langue à part entière, que depuis 2005. Donc voilà, ça laisse entrevoir beaucoup de difficultés et de luttes de la part des sourds. Donc nous avons aussi invité Armelle Mabon, historienne, qui a travaillé qui a plusieurs cordes à son arc, qui est une férue du colonialisme et aussi des tirailleurs et aussi plus particulièrement du massacre de Tiaroy. Là, il n'est pas question de ça cette année puisque on s'ancre dans l'histoire, sur l'histoire ariégeoise plus particulièrement. Armelle Mabon a fait tout un travail autour des assistantes sociales un petit peu partout dans la France. Elle est allée interviewer des assistantes sociales qui avaient vécu pendant la guerre et qu'est-ce qu'elles avaient vécu. Parce qu'il y avait de fausses idées sur ces assistantes sociales pendant la guerre. Elles avaient mauvaise réputation, presque de collaboratrices, presque. Donc elle a fait ce travail remarquable. Et parmi ces assistantes sociales, Armelle Mabon a rencontré Jeanne Sivadon, qui est née dans la région du Mas d'Asile et qui est enterrée au Mas d'Asile. Donc on lui rend hommage aussi particulièrement cette année. C'était une assistante sociale qui est rentrée après dans la résistance et qui est vraiment une haute
des hautes instances, entre guillemets, de la résistance. Elle a vraiment fait un énorme travail pendant la résistance, mais elle avait quitté son métier d'assistante sociale, contrairement à d'autres qui avaient continué et avaient su résister tout en continuant, etc. Donc ça, c'est Armelle Mabon, vraiment, j'y tiens. D'ailleurs, on aura aussi une conférence le jeudi soir au centre d'histoire de Varilhes sur la déportation et la résistance. Armelle Mabon viendra faire une conférence là-bas sur Jeanne Sivado. Voilà, et juste un petit peu quand même pour terminer, l'esprit de ce festival est un esprit humaniste, mais humaniste authentique. C'est-à-dire que les droits de l'homme n'ont pas à être annexés. Malheureusement, jusqu'à présent, et dès leur naissance, ils ont été annexés pour certaines catégories de la population. Nous, en étant, moi en tout cas, je parle peut-être personnellement, en étant française, blanche, enseignée par des blancs français, j'ai eu vraiment une histoire biaisée et peut-être coupée et entrecoupée et fragmentée. Et j'ai eu certainement droit à un roman national auquel j'ai cru. Très rapidement, en rencontrant des personnes issues d'autres pays qui sont venues travailler en France de par la guerre d'Algérie, sont retrouvés ici. Puis ça a été des Chibani, des Chibani à qui on ne donne toujours pas de retraite. Les personnes issues de familles juives déportées pendant la guerre. J'ai entendu en fait d'autres sons de cloche que ce que l'on m'avait enseigné à l'école et que ce que m'avaient dit mes parents. Et il y a eu quelque chose, un brouhaha dans ma tête. Donc très très rapidement, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas séparer les mémoires. Il n'y a pas de guerre de mémoire. Les guerres de mémoire sont une invention étatique, encore une histoire de roman national. Chacun qui a souffert a besoin de rencontrer l'autre qui a souffert, même pas de la même histoire parfois. Ils ont besoin de solidarité, d'esprit. Et nous avons à être enseignés de toutes ces leçons tragiques d'inhumanité et de crimes contre l'humanité. Nous enseignent pour ne pas les reproduire ou pour les éviter. Nous sommes aujourd'hui dans une crise politique très grave. Un monstre politique risque de naître d'un moment à l'autre. D'après moi, même qui suis très pessimiste, c'est très personnel, il est né. Nous y sommes. Donc à nous de voir comment on peut résister, si ce n'est aller à la connaissance. Voilà la proposition de ce festival, c'est aller à la connaissance pour mieux s'armer et résister. Voilà. C'est parti. Je suis Gilbert Lazaro. J'ai été professeur à partir de 2008-2010 au MAS d'Asile pendant une quinzaine d'années. Et j'ai eu la chance de recevoir de la part de déportés une mission, des déportés et résistants d'Ariège, une mission, c'est de les représenter en tant que président des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Donc, qui n'existait pas dans le 09, mais parce qu'il y avait déjà une fédération internationale qui était la FNDRP. Donc, j'avais cette double casquette qui m'a toujours plu, c'est-à-dire travailler pour la mémoire de la résistance et la déportation et travailler dans un milieu rural avec des parents et avec des élèves, parce qu'on parle beaucoup de mémoire pour les élèves, pour les enfants, mais on oublie aussi autre chose, c'est que les parents aussi sont particulièrement intéressés par ce travail des enfants et aussi ils ont un certain investissement aussi. Donc, c'était formidable de pouvoir travailler en milieu rural. Moi, je venais d'un milieu urbain. J'ai travaillé 25 ans en zone urbaine sensible à Nanterre, et justement auprès des plus défavorisés dans les cités. Et j'ai travaillé sur la résistance et la déportation. Et ça a entraîné, comment dire, un formidable investissement des jeunes des quartiers, comme on dit aujourd'hui. Les quartiers, pour moi, ça ne représente rien. Ce sont des enfants, des familles, une communauté de vie, d'intérêt dans des milieux défavorisés. Et justement, c'est vers ces milieux défavorisés que les résistants et déportés se sont tournés. Et j'ai rencontré ici deux individus extraordinaires. André Gaucher, qui sévissait dans le milieu qui sévissait vers le milieu scolaire, résistant déporté, qui est décédé maintenant, qui était le président de la FNDIRP, et Jean Messer, qui vivait à Massat,
résistant déporté et qui après s'est réengagé avec, quand il a été déporté, il s'est réengagé après avec les partisans de Tito. Et ce sont deux personnes qui, quand vous leur parlez, vous vous sentez investis de quelque chose. Investis de quelque chose parce que notre histoire en Ariège est extrêmement riche. Riche de la part de, premièrement, un département qui s'est délivré par lui-même. Ce n'est pas un département qui a été délivré par les troupes alliées, qui s'est délivré par lui-même. Ça veut dire qu'il y avait déjà sur place des familles de guérilleros, des familles d'antifascistes, des familles antifranquistes qui se sont installées en Ariège et qui ont créé des réseaux. Ces réseaux se sont mis en lien avec les FTP et ça a permis justement d'avoir un ancrage ici. Et tout le travail, ça a été justement de montrer comment ce milieu, avec les guérilleros, avec les paysans du coin, ont fait que ces milieux-là se sont mis en accord et ont partagé une recherche vers la liberté, vers la construction d'une autre société. Et notre association, les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, est partie prenante parce qu'on a su avant tout travailler en réseau avec les autres associations. Et, par exemple, je citerai l'association de Raymond Kubels sur le camp de concentration du Vernet. Je tiens beaucoup à le dire, c'est sur ce terme, camp de concentration du Vernet, même si ce n'est pas reconnu officiellement par les fédérations au niveau national, mais nous, ici, nous revendiquons et nous légitimons ce terme de camp de concentration du Vernet. Et je travaille aussi avec Mémoire, Résistance en Ariège, Solidarité transfrontalière, dont le président est Numen Munoz et dont l'historien local qui a fait un travail formidable avec sa femme Suzel sur la résistance, sur la compilation des témoignages, qui est une mine et une source incommensurable de richesse. Et on travaille aussi avec Mémoire, Histoire vivante d'Aulus-les-Bains, qui est avec la FMD et la Fondation La Shoah que nous avons créé ce centre, qui est le seul centre sur les assignés juifs en France. Et tout cela fait qu'on peut montrer quelque chose de très simple que les résistants et déportés ont donné, tendent, apprennent, enseignent et ont enseigné parce que les 99% sont décédés maintenant. Ils enseignent quelque chose de simple, c'est l'humanité. Et l'humanité, elle a existé dans ces montagnes, dans ces vallées, au château de Laï. Je ne voudrais pas oublier le château de Laï qui a accueilli les enfants juifs qui étaient comme ça recueillis par la Croix-Rouge et qui leur ont permis et de vivre, mais surtout de partager dans un moment d'horreur, un moment heureux. Et quand j'entends ces témoignages des enfants des châteaux de Laï dire, et notamment Izzy, dire le château de Laï, pour moi ça a été un moment de bonheur. Un moment de bonheur d'un petit garçon que sa mère a laissé et qui était enfermé au camp du Vernet et qui est parti à Auschwitz et a été exterminé en 4 jours. Donc vous voyez cette histoire avec les paysans du coin qui ont aidé les enfants du château de Laï, à Aulus-les-Bains, la paysanne Jeanne Rogal qui emmène ce bébé au-delà du col et qui l'emmène vers le droit de vivre, ce sont des moments où qu'on peut dire qu'il faut faire vivre chez nous. Et je pense que là-dessus, il y a, comment dire, il n'y a pas à enseigner, ni à apprendre, ni éduquer, ni faire un devoir de mémoire. Il y a justement dire, parler et se rencontrer. Et j'ai rencontré Maëlys que je ne connaissais pas auparavant. Et Maëlys Moufartig m'a proposé d'être dans ce projet.
au Mas d'Asile, où j'ai enseigné 15 ans, où il y a aussi une histoire de la résistance formidable avec André Saint-Paul. Et justement, c'est un des projets que j'ai fait au collège qui a fait que le collège, qui s'appelait Collège du Planterel, a pris le nom de ce grand résistant du Mas d'Asile, André Saint-Paul, le docteur André Saint-Paul. Donc, j'ai rencontré Maëlys et elle a une âme d'artiste. Elle a une âme d'artiste qui m'a plu tout de suite. Non, et une connivence, parce que cette idée de parler de la mémoire et simplement comme devoir de mémoire ou travail de mémoire, c'est un peu restreint. Je vous dis que quand les parents sont tous concernés, les paysans qui étaient autour du château de Laïs sont concernés, c'est une autre manière par la culture et par le cœur de pouvoir parler de notre histoire et de notre histoire en Ariège, une histoire rurale extrêmement riche et porteuse d'avenir, de principes républicains et surtout de regard tourné vers l'humanité. Je parle beaucoup d'humanité en Ariège, mais il faut parler de l'humanité parce qu'elle existe. Mais il faut aussi parler d'une certaine, d'une certaine opposition extrêmement violente que les collaborateurs ont menée. Et en Ariège, cette problématique des collaborateurs est à fleur de peau, parce qu'il y a encore des familles qui se sentent entachées de la faute des parents. Mais il ne faut pas, ces familles ne sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs parents. Mais il faut quand même parler de cela. Ça n'a pas été si facile en Ariège. Il y a eu un ancrage de la collaboration, un rôle de la milice extrêmement dévastateur, des massacres faits par la milice, des massacres faits par les nazis avec l'aide justement de ces collaborateurs qui étaient dans chaque village et qui transmettaient l'information à la milice. Donc il faut parler de cela parce que c'est le côté obscur de l'Ariège, mais il faut parler de cela pour se préserver de l'avenir. Et notre avenir peut avoir des nuages gris qui s'amoncellent sur l'Ariège, mais aussi sur l'Europe, avec cette extrême droite qui prend une dimension beaucoup trop forte. Et c'est pour ça qu'il faut défaire, détricoter tout ce qui est rejet, tout ce qui est méfiance envers l'autre, méfiance vers le nouvel arrivant, méfiance vers ce qui n'est pas... et qu'on crée une couleur qui serait un peu trop locale et xénophobe, car ce que j'ai vu moi, de l'histoire de l'Ariège et de tous ceux qui ont aidé, c'est un esprit d'ouverture.